Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du PID. Du PID appliqué à un moteur d'overboard, comme celui-ci. Pour commencer, nous allons faire un petit tour du matériel. En premier lieu, voici un moteur d'overboard, il est identique à l'autre. C'est un moteur brushless, bien entendu. Il comporte ici un connecteur à trois fils qui correspondent aux trois phases. Chacune des phases a un code couleur. Vous avez la phase jaune, la phase verte et la phase bleue. Associés à ces trois phases, nous avons ici des fils qui correspondent aux capteurs à effet Hall. Ces capteurs déterminent la position de chacune des phases du moteur. Voilà. Ici, nous avons, je ne sais pas si vous la voyez, il se trouve derrière le moteur, nous avons une batterie 36 volts, provenant également d'un overboard. Ici, il s'agit d'un petit fusible qui est réarmable. C'est important parce que là, on a affaire à des objets assez puissants, l'intensité peut être très importante et bon, il faut quand même un minimum de protection. Ici, nous avons quelque chose de très important, c'est le contrôleur. C'est lui qui pilote le moteur. Il gère tout ce qui est phase, etc. Voilà, en voilà un identique. Vous voyez, c'est extrêmement petit quand même pour ce que ça fait. On peut imaginer ça dans un robot avec 4 roues. Ça ne prend pas beaucoup de place. Ici, nous avons une sorte de multiprise sur laquelle viennent se connecter les capteurs à effet Hall à partir du moteur, puis allant vers le contrôleur. Également dans cette multiprise, nous avons la sortie d'un des capteurs qui va vers l'Arduino que nous avons ici. Donc, il s'agit d'un Arduino Nano qui est enfiché sur un shield. L'intérêt du shield, c'est de pouvoir faire des connexions sans soudure, sans rien, c'est extrêmement pratique, un peu comme un Veroboard, mais là c'est même encore plus pratique qu'un Veroboard, je trouve. Ici nous avons la batterie, une batterie 2S qui permet d'alimenter l'Arduino Nano. Ici nous avons un petit bouton poussoir qui permet d'inverser le sens de rotation du moteur, et là nous avons un potentiomètre qui permet de déterminer quels sont les minimums et les maximums de vitesse du moteur. J'ai oublié le petit bouton poussoir, je ne sais pas si vous le voyez là. Il s'agit d'un petit bouton poussoir qui permet d'arrêter et de relancer le moteur. Voilà. Et également de lancer le programme. Voilà, vous verrez, on verra ça tout à l'heure. Revenons au contrôleur. Il va falloir dévisser les deux vis qui maintiennent le circuit imprimé sur le radiateur. Comme ça, ce sera beaucoup plus pratique pour faire les modifications. En premier lieu, vous pouvez soulever le condensateur, comme ça, ce sera beaucoup plus accessible. Parce que vous devez souder ici un petit pont entre deux petits points, là. Voilà, je mettrai la photo, vous verrez exactement ce qu'il faut faire. Par ailleurs, ici, il y a des petits trous qui sont prévus pour un connecteur, mais le connecteur n'est pas présent. Donc c'est à vous de mettre une pin, de souder une pin. Cette pin, elle doit être mise dans le trou qui est noté P. P comme PWM. Une autre chose, vous voyez ici, il y a un petit potentiomètre bleu. Lorsqu'on utilise l'entrée PWM, il faut absolument mettre ce potentiomètre complètement tourné à gauche, c'est-à-dire à 0. Je vous invite à vous connecter à la chaîne de notre ami Changli.
Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Chang-Li, c'est le spécialiste des moteurs overboard. Franchement, il a fait pas mal de vidéos. Vous allez voir, ça va certainement vous intéresser. En particulier, il a fait une vidéo concernant le branchement des moteurs sur les contrôleurs. Alors, les moteurs ont des phases qui sont standardisées dans le code des couleurs, hein, jaune, vert, bleu. Malheureusement, la connexion en elle-même, sur les borniers par exemple, n'est pas standardisée. Ce qui fait que là, vous devez tester toutes les possibilités. C'est assez fastidieux, mais ça se fait, hein, ça se fait bien, il n'y a pas de danger. À condition que vous maîtrisez bien la vitesse du moteur. Hein. Il faut à chaque fois, par exemple ici vous avez un potentiomètre, il faut toujours démarrer avec le potentiomètre mis à 0. Également ici, hein, si jamais vous utilisez, parce que c'est une possibilité du circuit, mais on ne va pas le faire, nous, mais si jamais vous le faites, il faut absolument démarrer avec le potentiomètre mis à 0. Voilà, donc vous vous connectez à sa chaîne et je vous mets le lien hein, dans la description de la vidéo, et vous faites sa procédure et vous verrez, c'est très simple. Petite précision, j'ai fait un fichier BOM, BOM, contenant tous les liens pour l'achat du matériel. Ce fichier, ainsi que toutes les images, le code, seront accessibles sur GitHub. Le lien vers GitHub sera disponible dans la description de la vidéo. Maintenant, je vais vous parler du principe du fonctionnement de cet ensemble. L'idée, c'est que l'Arduino Nano donne une consigne au contrôleur. Cette consigne sera donnée en une valeur de PWM. Le contrôleur va transformer cette valeur de PWM en tension et intensité qu'il va envoyer sur le moteur. Pour vérifier que le moteur tourne bien à la vitesse de la consigne, il nous faut un moyen. Il se trouve que ce type de moteur a des capteurs à effet Hall. Alors ça, c'est vraiment génial. En gros, c'est quoi? Ce sont des capteurs qui sont sensibles au magnétisme de petits aimants. Alors il y a un certain nombre d'aimants tout autour, là il y en a une quinzaine par capteur. Alors nous avons 3 capteurs, hein, de la même manière que nous avons 3 phases. Hein, les phases sont jaune, vert, bleu. Ben là les capteurs c'est pareil, il y a un capteur jaune, un capteur vert, un capteur bleu. Pour chaque capteur, nous avons 15 petits aimants répartis comme ça tout autour. Alors on ne va pas s'occuper des 3 capteurs, hein, parce que ce serait plus compliqué. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est le principe de fonctionnement. Donc nous, on va se focaliser sur un capteur. Moi, j'ai choisi le capteur jaune. Pourquoi? Parce que c'est celui qui, dans ma multiprise, là, est le plus proche de la masse. Donc, à chaque fois que le moteur va tourner, le capteur à effet Hall va détecter un aimant, il va envoyer un petit signal, il va envoyer un signal d'interruption sur l'Arduino. Il tourne encore un petit peu et il va envoyer un deuxième signal. L'intervalle de temps entre ces deux signaux va déterminer la vitesse en millisecondes, puisque là on parle de temps, donc c'est en millisecondes du moteur. Donc, plus cet intervalle sera petit, plus le moteur va tourner vite. Plus cet intervalle sera grand, plus le moteur sera lent. Mais là, on a un petit problème. C'est que d'un côté, on a le retour du moteur qui est en millisecondes. De l'autre côté, nous envoyons des ordres au contrôleur, non pas en millisecondes, mais en valeur de PWM. Donc nous avons 2 unités différentes. Et donc il va falloir
traduire cette valeur en millisecondes, ce retour du moteur, il va falloir la traduire en PWM. Et pour ça, j'ai fait un petit programme qui va déterminer une plage de fonctionnement du moteur. On va déterminer une vitesse minimum et une vitesse maximum. Et à l'intérieur de cette plage, on va choisir une consigne de vitesse. Mais il va falloir déterminer cette plage de vitesse minimum et de vitesse maximum. Et avec le petit programme là, que j'ai écrit, cette plage va correspondre à un retour de vitesse minimum et à un retour de vitesse maximum. Donc nous allons avoir deux plages. Une plage en PWM et une plage en millisecondes. Or, il se trouve qu'avec Arduino, nous avons une instruction qui s'appelle map, qui va nous permettre de convertir les millisecondes en PWM. Et de cette manière, nous allons contrôler si le moteur va à la bonne vitesse. Alors, je donne un exemple, 16, moi j'ai choisi 16, parce que je trouve que la valeur 16 de PWM, c'est la vitesse que j'aimerais bien mettre sur mon robot, mon futur robot. Bien, il va falloir donc contrôler que ce moteur va à la vitesse qu'on va lui consigner. Et pour ça, nous allons utiliser le PID. Alors, je ne vais pas du tout vous expliquer ce qu'est un PID, j'en suis incapable, mais vous verrez, il s'agit de en gros, de trois formules de mathématiques. Enfin, mathématiques, c'est beaucoup dire, hein, c'est plutôt de l'arithmétique, c'est quelques soustractions, divisions et multiplications. Alors, je ne vais pas vous en parler, parce que le PID, comme ça, quand on voit les formules, ça peut paraître simple. En fait, c'est d'une complexité absolument effroyable. Donc, je vous laisse chercher sur YouTube hein, des personnes beaucoup plus qui ont des compétences beaucoup plus grandes que les miennes et qui vous expliqueront beaucoup mieux de quoi il s'agit. Moi, j'ai essayé de faire les choses au minimum et qui fonctionnent. Voilà. C'était ça mon but, c'était d'avoir un exemple qui fonctionne. À partir de là, vous pouvez bien sûr explorer et faire des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus élaborées. Voilà. Et maintenant, passons aux choses sérieuses, c'est-à-dire le code. Analysons le programme Minmax. Son objectif est d'établir une correspondance entre la plage des valeurs de la sortie PWM et la plage en millisecondes du capteur roule. Les trois premières lignes définissent les entrées-sorties. L'entrée 2 pour le capteur roule, la sortie 3 pour la valeur PWM vers le contrôleur et l'entrée A7 pour le potentiomètre. La ligne suivante débute avec le mot-clé volatile. Ce qualificateur de variable est conseillé pour les variables d'une fonction d'interruption. Puis la définition du reste des variables et en particulier les variables trgt-min et trgt-max qui encadrent la plage des valeurs PWM, ici entre 0 et 255. Ce sont ces valeurs qui doivent être modifiées avec les variables fbmin et fbmax qui, elles, déterminent la plage des valeurs du capteur roll en millisecondes. La fonction setup initialise la sortie série, puis la sortie PWM et l'entrée du potentiomètre. Ici, le plus important est l'initialisation de l'entrée d'interruption 2,
reliés au capteur Hall. La fonction loop commence par lire la valeur du potentiomètre, puis un map convertit cette valeur analogique en une valeur PWM, puis cette valeur PWM est envoyée vers le contrôleur. Enfin, nous imprimons les variables de référence, target et feedback sur la console. La fonction interrupt est provoquée par le signal provenant du capteur Hall. Le feedback est égal à la durée en millisecondes qui sépare deux signaux. En moins de 25 lignes de code, nous avons la clé du fonctionnement du programme principal. Maintenant, nous allons exécuter le programme min-max. Donc là, je le compile. Comme vous pouvez le voir sur cette ligne, les variables trgt min c'est égal à 0, la variable trgt max égale à 255 et fb min et fb max est égal à 0. Alors là, le programme est lancé, je l'ai téléchargé sur l'Arduino. Le fusible est prêt. Donc en principe, si je tourne le potentiomètre qui là est à 0, vous pouvez le voir à l'écran, vous voyez bien que target est à 0 et feedback est à 0. Si je déplace légèrement vers la droite mon potentiomètre, le moteur commence à tourner. Donc à gauche, target, nous avons une valeur en PWM. Et à droite, pour feedback, nous avons des valeurs en millisecondes. C'est ça le but du programme, c'est de faire correspondre des valeurs PWM avec des valeurs en millisecondes. Là, vous voyez, si j'accélère avec le potentiomètre, ça peut aller très très vite. On peut monter vraiment très très loin. Donc on va pas tenter le diable, on va s'arrêter, on va diminuer la vitesse. Et dans un premier temps, on va fixer, pour la plage de vitesse, en PWM, on va fixer la vitesse à une valeur raisonnable. Alors j'augmente tout doucement. Là, c'est un peu lent. Alors, il ne faut pas une vitesse trop lente, parce que la vitesse, quand elle est trop lente, elle bouge un peu. Elle n'est pas fixe. C'est pas bon quand c'est trop lent. Donc, on va augmenter légèrement. Voilà. 13, c'est un peu beaucoup. Je diminue. Voilà. Ça me paraît pas mal, ouais, je la connaissais avant, la vitesse, bien sûr, Je veux pas vous l'imposer, vous ferez ce que vous voudrez. Mais pour moi, le PWM, donc le target à 12, ça me paraît pas mal comme vitesse la plus lente de la plage. Donc ici, si je vois la relation entre le target 12, le feedback, il est à 103, 104. Donc la vitesse la plus lente, c'est 104 en millisecondes. Donc je vais noter ce chiffre de 104, 12 et 104. Et je vais reporter ce chiffre ici sur la ligne que je dois modifier pour avoir la correspondance. Là. Donc, target min égale 12, FB min égale 104. Et là, maintenant, je recompile. Je mets le potentiomètre à 0. Voilà.
c'est reparti. Et comme la vitesse minimum du potentiomètre est figée à 12 au lieu de 0, bah le moteur démarre tout doucement. Il démarre, je veux dire, immédiatement. Hein. C'est-à-dire que la première vitesse du potentiomètre, c'est bien 12 en PWM et 104, 103, 105. Bon, j'ai pris la vitesse la plus lente, je l'ai mis à 104. Bon, c'est une moyenne entre 102, je vois des 102 là, et des 105. Donc 104, ça me paraît pas mal. Alors maintenant, on va essayer de trouver la vitesse maximum hein, qu'on veut imposer comme plage PWM. Alors j'augmente. Là, imaginez que c'est un robot qui roule. Hein. Donc là, il commence à aller un peu vite le robot. Hein. Si vous avez un robot qui fait une vingtaine de kilos et qui va à cette vitesse-là, faut pas se le prendre sur les pieds. Hein. Là, 24. Bon, on va arrondir à 25. Voilà, 25. Et là, on a une vitesse à 46, 47. Bon, la plus rapide, c'est 46. On va noter 46. Hein. Je l'aime bien, 46. Là, ça me paraît pas mal. Là, je suis à 26. Je diminue un peu. Ouais. 45, 46, ça me paraît pas mal. Ouais, je vais opter pour. Attendez, je remets à 25. Ouais. La vitesse la plus rapide, c'est bien 46. Donc j'essaye de trouver une plage avec la vitesse la plus rapide, la vitesse la plus lente et la vitesse la plus rapide. Et là on est entre 47 et 46. Bon. Allez, moi je mets 46 parce que je l'ai déjà testé. Ok, donc je coupe là. Donc je mets ici à la place de 255, je mets 25 donc en PWM et en millisecondes, la relation c'est 46. Donc je recompile. Voilà, le moteur est parti, j'ai le potentiomètre à gauche là, hein, et donc tout de suite on voit bien que target est à 12 et le feedback il est à 104, 103. On avait retenu 104. Je connais déjà les valeurs, hein, c'est pour ça que je vous ai imposé ça, mais vous inquiétez pas, vous mettrez ce que vous voudrez. Et donc là maintenant, si je mets le potentiomètre à fond à droite, eh ben, le target est à 25, donc c'est bien ce qu'on a mis comme target max, il est à 25, et le feedback est à 46, 47, j'ai choisi 46. Voilà comment on fait la relation entre une valeur, une plage PWM et une plage en millisecondes. Et ça va nous être très utile pour le programme qui va venir, hein, qui est le programme principal. Donc, à tout de suite. Maintenant, analysons le programme principal intitulé HB Moteur PID. Son objectif est d'appliquer un PID à un moteur d'overboard. Les 5 premières lignes définissent les entrées-sorties.
L'entrée A0 est utilisée par le petit bouton poussoir qui a la main sur le lancement du programme. L'entrée A2 est associée à un autre bouton poussoir qui permet de commander manuellement le sens de rotation du moteur. La sortie 10 transmet la commande du sens de rotation du moteur au contrôleur. L'entrée 2 est associée au capteur Hall. La sortie 3 envoie une valeur PWM au contrôleur. La ligne suivante débute avec le mot-clé volatile. Ce qualificateur de variable est conseillé pour les variables initialisées dans une fonction d'interruption. Puis vient la variable qui détermine le sens de rotation et les variables qui déterminent la durée entre deux passages de la fonction loop. Puis vient la déclaration des variables utilisées dans la fonction PID, ainsi que les paramètres du PID, puis la consigne. Puis viennent les variables des plages de conversion entre une valeur PWM et une valeur en millisecondes, établie dans le programme min-max. La fonction setup initialise les entrées-sorties et en particulier l'entrée d'interruption 2 reliée au capteur Hall. La ligne suivante attend une action sur le petit bouton poussoir pour lancer le processus. La fonction loop commence en initialisant la variable dt avec la durée comprise entre deux boucles successives. Suit un test sur l'activation du bouton poussoir qui modifie le sens de rotation du moteur. La ligne suivante appelle la fonction PID. Puis, le résultat est envoyé au contrôleur. Notez que la valeur du PID est arrondie et limitée à la plage PWM. Pour terminer, nous avons le choix entre la fonction plotter ou la fonction trace. La fonction interrupt est provoquée par le signal provenant du capteur Hall. Le feedback est égal à la durée en millisecondes qui sépare deux signaux. Puis, le signal est mappé d'une valeur en millisecondes vers une valeur PWM. Cette instruction est l'une des clés du programme. La fonction PID opère des calculs très classiques. Notez quand même que les interruptions sont bloquées pendant l'acquisition de l'erreur et que la somme des erreurs est limitée. La fonction plotter permet une visualisation dynamique. La ligne rouge est liée au calcul du PID, alors que la ligne bleue est liée au feedback. Les lignes à 0 et 25 ne sont là que pour limiter l'échelle du plotter. La fonction trace permet de suivre les valeurs des variables les plus importantes. Elle ne peut pas s'exécuter simultanément avec la fonction plotter. Voilà. En moins de 50 lignes de code, si l'on accepte la fonction trace, nous avons un programme qui applique un PID à un moteur d'overboard. Eh bien, maintenant, c'est l'heure de vérité. Nous allons tester le programme principal qui s'appelle HB Moteur PID, dans lequel j'ai repris les paramètres que nous avons définis avec le programme min-max. J'ai mis la cible target en anglais à 15 et vous pouvez constater que les paramètres du PID, c'est-à-dire les paramètres KP, KI et KD sont déjà définis. Alors, ça m'a demandé un peu de temps de trouver ces valeurs et franchement, j'ai pas de truc pour les trouver. Ça sera à vous de les trouver en fonction de votre moteur. Là, vous avez un exemple.
avec deux moteurs différents, cet exemple fonctionne à peu près, hein. Quelques petites retouches, mais bon, je pense pas qu'il y ait une trop grosse différence d'un moteur à l'autre. Ce sont des moteurs en 6,5 pouces. Hein. Mais c'est un gros problème. Le fait de trouver ces paramètres, c'est vraiment un gros problème. Moi, j'ai pas d'astuce. Hein, je n'ai trouvé nulle part, sur YouTube ou ailleurs, je n'ai trouvé nulle part une procédure qui permet de trouver facilement ces paramètres. Vous pouvez vous référer à cela. Le jour où vous changerez de moteur, vous devrez certainement les modifier. Bien, maintenant, je vais compiler. Et je lance le programme. Voilà. Là, vous avez constaté que les deux lignes sont parties à peu près de la hauteur de 25 et se sont stabilisées aux alentours de 15. Alors la ligne bleue, c'est le retour du feedback. Vous voyez dans la consonne qu'on a bien 15 comme valeur de PWM. Donc ça veut dire que le moteur tourne exactement à la consigne qu'on lui donne. Par contre, sur le plotter, vous voyez la ligne rouge qui, elle, est à 14 295, ce qui est une bonne valeur. Hein. Voilà, ce sont l'algorithme du PID qui calcule la valeur. Il n'y a qu'à s'en remettre à son calcul, hein, à la méthode. Alors, maintenant, je vais inverser le sens de rotation. Regardez bien, j'appuie sur mon bouton, hop, il est parti dans l'autre sens. Ça marche bien sans qu'il y ait aucun trouble par rapport au PID. Là maintenant, regardez, je vais freiner. Là tout de suite, la ligne bleue a chuté et a récupéré sa valeur à 15. Et la valeur du PID, pour maintenir cette ligne bleue à 15, la valeur du PID, donc en rouge, a augmenté. Il est obligé de pallier au frottement. Je retire, ça revient à 15, hein, avec un PID à peu près à la même valeur que précédemment. Alors là, la ligne est vraiment magnifique, elle est complètement rectiligne. Hein, c'est peut-être un coup de chance. Hein. D'un jour à l'autre, ça peut varier, je ne sais pas pourquoi, peut-être une question de température. Un jour, avec une vitesse de 15, ça marche très très bien. Le lendemain, c'est plutôt 16. Je pense que c'est lié à la température et au problème d'intensité qui passe à travers le moteur. Je recommence à freiner le moteur. Vous voyez, le moteur essaye de reprendre sa vitesse, il y parvient. Alors évidemment, la pression que j'exerce, elle n'est pas vraiment constante. Voilà, le moteur essaye de récupérer sa vitesse à 15, il y parvient, et le PID compense en étant là à 18 600, 18 800. Voilà, le PID donc compense parfaitement. Alors évidemment, ici, la pression que j'exerce, elle n'est pas constante, mais dans la vraie vie, sur un terrain, un robot n'aura pas forcément une pression constante. Il aura déjà son propre poids, ce qui fait une pression assez importante, hein, si vous avez un robot de 20 kg. Donc le PID va compenser déjà son propre poids. Après, il va y avoir la rugosité. Mais la rugosité sera peut-être différente sur les 4 roues. Et donc tout ça, ça va être assez compliqué. Hein. Mais on peut estimer que le PID a une très bonne efficacité quand même. Hein. Je dirais, on n'a rien trouvé de mieux. On n'a rien trouvé de mieux, voilà.
Alors maintenant, on va faire quelque chose, je coupe le moteur, on va faire quelque chose qui est assez intéressant, c'est de changer la vitesse. On va passer de 15 à 14. Alors là, vous l'aurez remarqué, le PID et la consigne faisaient une ligne parfaitement rectiligne. C'était vraiment parfait, il n'y avait rien à dire. Maintenant, mettons 14 comme vitesse, sans rien changer d'autre. Je recompile. Et je relance. Voilà. Là, il se stabilise. Et là, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que le PID, quand même, est très bien calculé. On voit que c'est en dessous de 15, hein, donc on est à 14. Et on remarque quand même quelques petits sautillements. Alors moi, je pense que le PID n'est pas toujours parfait, hein. Si vous avez ce genre de petits sautillements, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. De toute façon, au vu de la rugosité du terrain, vous n'aurez jamais quelque chose de parfait. Le PID rectifie systématiquement, je ne sais pas, peut-être l'inertie du moteur, peut-être la température, enfin il y a mille choses qui feront qu'il y aura des petits sautillements. Mais je trouve que quand même, à 14, c'est pas mal. Donc on a un PID qui fonctionne avec deux valeurs différentes, 14 et 15. Modifions encore cette valeur et passons à 16. Je relance. Voilà, le PID se stabilise. La vitesse se stabilise à 16. Hein, vous le voyez, hein, à tout moment, vous pouvez voir la vitesse à 16. Donc c'est le feedback, le retour du moteur. Et là, on constate que ça oscille légèrement plus, hein, à 16. C'est pas mal, croyez-moi, c'est pas mal, mais c'est pas aussi parfait qu'à 15, voire c'est pas aussi bien qu'à 14. Donc il y a toujours des différences en fonction de la vitesse. Je change le sens de rotation et je freine. Ben, malgré tout, regardez, malgré le freinage, il est reparti à 16, donc ça fonctionne bien. Ça fonctionne même très bien. Imaginez que ce soit la roue d'un robot, le PID rectifie bien la rugosité du terrain. Continuons et mettons 17. Je recompile. Et je relance. Le PID va se stabiliser. Voilà. Donc là, on est à 17. Alors là, ça sautille un petit peu, mais c'est bien quand même, hein. Je change la direction. Alors, je tiens le châssis du moteur parce que là, à cette vitesse-là, c'est un peu plus difficile pour moi. Et regardez là, regardez, c'est quand même très stable. La vitesse est bien à 17. Hein, la consigne qu'on a donnée est bien respectée à 17 et le PID monte à 20 pour compenser le frottement. Allez, encore une fois, montons à 18. Je recompile. Et je relance.
Et bien là, à 18, ça sautille légèrement, mais pas beaucoup, hein. C'est quand même pas mal. C'est peut-être ce qui est le plus près de la valeur de 15. À 15, c'était parfait, hein. C'était vraiment impeccable. Là, à 18, regardez, ça bouge relativement peu, hein. Je change le sens de rotation. Là, à 18, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Regardez, voilà, il est revenu à 18 et le PID compense encore parfaitement. Voilà. Revenons à 15 pour voir si rien n'a changé. Je relance. Le PID se stabilise. Et voilà. Tout est correct. Ah, ça sautille légèrement. Peut-être que le moteur s'est un peu échauffé. Enfin bon, c'est impeccable, quoi, hein. Je veux dire, j'ai vu des PID qui étaient beaucoup plus mauvais que ça dans toutes mes recherches. Voilà, c'est vraiment impeccable. Alors remarquez que même en changeant le sens de rotation, ça n'influence pas beaucoup la valeur du PID. Refaisons encore un petit frottement. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et bien voilà, pour moi le test est concluant. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Surtout, n'hésitez pas à me faire des critiques. Alors les bonnes critiques sont toujours les bienvenues, bien sûr, mais les mauvaises critiques, c'est peut-être celles qui font le plus avancer. Alors n'hésitez pas à me faire de mauvaises critiques et à me donner des solutions, hein, également. Comme ça, les solutions, eh ben, si vous les mettez dans les commentaires, eh ben, elles seront partagées avec tout le monde. Voilà, merci de votre attention et je vous dis à la prochaine fois.